Chapitre 4. Pourquoi être bon nous donne la permission d'être mauvais. Chaque fois que je dispense ce cours sur la science de la volonté, l'univers nous procure un scandale qui illustre parfaitement les théories expliquant pourquoi nous perdons la maîtrise de nous-mêmes. Dans le passé, nous avons eu ces cadeaux de la part de Ted Haggard, Eliot Spitzer, John Edwards ou Tiger Woods. Ces histoires-là sont peut-être anciennes à présent, mais pas une semaine ne se passe sans qu'un citoyen modèle, un politicien, un chef religieux, un policier, un professeur ou un athlète ne fasse la une de l'actualité avec un échec flagrant de volonté qui choque le monde entier. Il est tentant d'interpréter ces histoires comme des preuves manifestes des limites du self-control. Chacun de ces hommes subissait une pression énorme, était soumis à un emploi du temps professionnel astreignant et obligé de faire attention à son image publique 24 heures par jour. Aucun doute que le muscle de leur self-control était exténué, que leur volonté était épuisée, leur taux de sucre bas et leur cortex préfrontal tout ratatiné en signe de protestation. Qui sait, peut-être même étaient-ils tous au régime. Ce serait une réponse trop facile, bien que je sois sûr qu'un avocat l'utilisera tôt ou tard devant un grand jury. Tout écart de conduite ne reflète pas nécessairement une perte de contrôle. Parfois, nous choisissons consciemment de céder à la tentation. Pour bien comprendre pourquoi nous tombons à court de volonté, il nous faut une autre explication, une qui soit plus psychologique que physiologique. Bien que vous ne couriez peut-être pas le danger d'une affaire de mœurs qui déclenchera l'hystérie nationale, nous courons tous le risque de faire preuve d'un peu d'hypocrisie par rapport à notre volonté, même s'il ne s'agit que de duper nos bonnes résolutions du nouvel an. Pour éviter de suivre les traces de nos héros à la une des journaux, nous devons reconsidérer le principe selon lequel toute panne de volonté serait un signe de faiblesse. Dans certains cas, nous sommes les victimes du succès de notre self-control. Nous considérerons donc comment le progrès peut paradoxalement saper notre motivation, comment l'optimisme peut nous donner le droit de nous faire plaisir, et pourquoi se sentir vertueux est en fait le plus court chemin vers le vice. Dans chaque cas, nous verrons que céder est un choix et que ce n'est pas inévitable. En comprenant comment nous nous donnons la permission de faire certaines choses, nous pouvons aussi découvrir comment nous maintenir sur le droit chemin. De saint à pécheur. J'aimerais que vous notiez les affirmations suivantes sur une échelle qui irait de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord, en passant par moyennement d'accord et assez d'accord. Première affirmation. La plupart des femmes ne sont pas vraiment intelligentes. La seconde. La plupart des femmes feraient mieux de rester à la maison et de s'occuper des enfants plutôt que de travailler. Imaginez maintenant avoir posé ces questions à des étudiants de premier cycle à l'université de Princeton. Si vous avez de la chance, les filles ne vous rembarreront pas pour avoir émis une telle ânerie. Même les garçons rejetteront ces déclarations sexistes. Mais que se serait-il passé si vous aviez demandé plutôt d'évaluer des énoncés légèrement différents? Certaines femmes ne sont pas vraiment intelligentes, et certaines femmes feraient mieux de rester chez elles et de s'occuper des enfants. Il n'est pas si facile de rejeter ces affirmations. Elles peuvent sembler un peu sexistes, mais il est difficile d'argumenter contre le mot « certaines ». Ces sondages faisaient partie d'une étude menée par les psychologues Benoît Monin et Dal Miller sur les stéréotypes et la prise de décision. Comme vous pouvez vous en douter, les étudiants de Princeton à qui l'on a demandé d'évaluer les deux premières affirmations les ont rapidement condamnés. Mais ceux qui ont dû évaluer les affirmations sur certaines femmes ont été plus neutres sur la question. À la suite de cela, on a demandé aux étudiants de prendre une décision dans un cas de figure où ils devaient embaucher quelqu'un. Ils devaient évaluer différents candidats, hommes et femmes, pour un poste de haut niveau dans une industrie que les stéréotypes voient à dominante masculine comme la finance ou le bâtiment. Cela paraît être une tâche simple, surtout pour les étudiants qui venaient de rejeter les déclarations sexistes. Ils n'allaient certainement pas faire de la discrimination contre une femme hautement qualifiée. Mais les chercheurs de Princeton ont découvert l'exact opposé. Les étudiants qui s'étaient opposés avec véhémence aux déclarations manifestement sexistes ont eu plus tendance à favoriser un homme pour le poste que ceux qui avaient admis avec une certaine réticence les énoncés moins sexistes concernant entre guillemets certaines femmes. Les chercheurs découvrirent les mêmes résultats quand ils proposèrent aux étudiants des affirmations racistes et leur donnèrent ensuite l'occasion de faire de la discrimination raciale. Ces études ont choqué beaucoup de gens. Les psychologues avaient depuis longtemps entériné le principe qu'une fois qu'on exprimait une position, on agirait vraisemblablement en conformité avec cette position. Et pour cause, qui veut se sentir hypocrite? Mais les psychologues de Princeton avaient dévoilé l'exception à la règle selon laquelle on souhaite généralement être cohérent. En matière de bien et de mal, la plupart d'entre nous ne cherchent pas la perfection morale.
Nous voulons simplement nous sentir assez bien, ce qui nous permet ensuite de faire tout ce que nous voulons. Les étudiants qui avaient rejeté les énoncés manifestement sexistes ou racistes avaient le sentiment qu'ils avaient établi leur référence morale. Il s'était prouvé qu'ils n'étaient pas sexistes ni racistes, mais cela les avait laissés vulnérables vis-à-vis de ce que les psychologues appellent l'autorisation morale. Quand vous faites quelque chose de bien, vous vous sentez bien vis-à-vis de vous-même. Cela veut dire que vous êtes plus enclin à suivre vos impulsions, ce qui signifie souvent que vous vous donnez la permission de faire quelque chose de mal. Dans le cas dont on parle, les étudiants se sentaient si bien d'avoir rejeté les énoncés sexistes ou racistes qu'ils se sont retrouvés moins vigilants vis-à-vis de l'idée de prendre une décision sexiste ou raciste. Il leur était plus naturel de suivre un préjugé instinctif que de s'assurer qu'ils prenaient une décision qui soit cohérente avec leur objectif général d'être juste. Ce n'est pas qu'ils voulaient faire de la discrimination, ils étaient simplement aveuglés par le bon comportement initial au point de ne pas voir le côté nettement moins brillant de leur décision. L'autorisation morale ne nous donne pas simplement la permission de faire quelque chose de mal. Elle nous dédouane de faire un effort quand on nous demande de faire quelque chose de bien. Par exemple, lorsqu'ils sont sollicités pour une œuvre caritative, les gens qui se souviennent avoir déjà agi avec générosité donnent 60% de moins que ceux qui n'ont pas cela à l'esprit. Dans une simulation économique, les patrons d'une usine de production ont moins tendance à prendre des mesures coûteuses pour réduire la pollution émise par l'usine s'ils se sont récemment rappelés un jour où ils ont fait preuve d'éthique. L'effet de l'autorisation morale explique peut-être pourquoi certaines personnes dotées de références morales évidentes, un ministre, un politicien prônant les valeurs de la famille, un procureur général combattant la corruption, peuvent se justifier à eux-mêmes certains écarts de conduite graves. Que ce soit un télévangéliste marié qui couche avec sa secrétaire, un responsable politique qui prône la rigueur budgétaire et utilise des fonds publics pour rénover sa maison, ou un officier de police qui utilise une force démesurée vis-à-vis d'un criminel qui ne cherche pas à résister. La plupart des gens ne se posent pas de questions vis-à-vis de leurs impulsions quand ils se sentent vertueux, et la position occupée par certaines personnes leur rappelle en permanence leur vertu. Pourquoi parlons-nous tout d'un coup de discrimination et de scandale sexuel plutôt que de régime et de procrastination? Parce que, qu'est-ce qu'un défi de volonté si ce n'est une bataille entre le vice et la vertu? Tout ce sur quoi vous portez un jugement de valeur morale devient une cible légitime de l'autorisation morale. Si vous dites que c'est bien quand vous faites de l'exercice et mal quand vous n'en faites pas, il y a des risques que vous sautiez la gym demain si vous en faites aujourd'hui. Si vous vous dites que c'est entre guillemets bien de travailler sur un important projet et entre guillemets mal si vous le repoussez à demain, il y a des chances que vous vous relâchiez cet après-midi si vous avez bien avancé ce matin. Pour simplifier, chaque fois que nous avons des désirs conflictuels, faire quelque chose de bien nous donne la permission de faire quelque chose d'un peu mal. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas seulement une question de tomber à court de volonté ou de sucre dans le sang. Quand les psychologues interrogent les gens à propos de ce qu'ils s'autorisent à faire, ceux-ci répondent qu'ils sont maîtres de leur choix, qu'ils n'ont pas perdu leur self-control. Ils ne se sentent pas non plus coupables. Au contraire, ils se sentent fiers d'eux-mêmes, d'avoir gagné cette petite récompense. Ils se justifient ainsi. Ce que j'ai fait était bien. Je mérite une petite gâterie. C'est cette idée d'avoir droit à quelque chose qui nous pousse souvent à la chute. Parce que nous sommes prompts à nous faire plaisir pour nous récompenser de notre vertu, nous en oublions nos vrais objectifs et cédons à la tentation. L'autorisation morale, une logique réconfortante. S'autoriser quelque chose n'est pas logique au sens propre du terme. Pour commencer, nous n'avons guère besoin d'un lien entre notre bon comportement et le mauvais comportement que nous justifions. Une personne qui se retient d'acheter quelque chose de tentant lorsqu'elle fait ses courses a plus de risques de rentrer chez elle en mangeant quelque chose de tentant. Un employé qui fait des heures supplémentaires pour un projet peut se sentir justifié de faire passer une dépense personnelle sur le compte de la société. Tout ce qui nous donne une impression réconfortante de vertu, ne serait-ce que le fait d'envisager de faire quelque chose de bien, peut nous autoriser à suivre nos impulsions. Dans une étude, on a demandé à des participants quel genre de volontariat ils préféreraient. Enseigner à des enfants dans une association pour les sans-abri ou améliorer l'environnement. Même s'ils ne s'engageaient pas pour un réel travail de bénévole, rien que d'imaginer le choix leur a donné envie de dépenser une fortune pour un jean de marque. Une autre étude a montré que le simple fait d'envisager de donner de l'argent à une œuvre caritative, sans réellement débourser le moindre centime,
à développer l'envie chez ces gens-là d'aller se faire plaisir au centre commercial. Et, comble de la générosité, nous nous félicitons même de ce que nous aurions pu faire mais que nous n'avons pas fait. Nous aurions pu manger toutes les pizzas, mais nous n'en avons pris que 3 parts. Nous aurions pu nous acheter une nouvelle garde-robe, mais nous n'avons acheté qu'une nouvelle veste. En suivant cette logique ridicule, on peut transformer n'importe quel plaisir que l'on s'octroie en une raison d'être fier de soi. Vous vous sentez coupable d'avoir des dettes? Au moins vous n'avez pas volé une banque pour vous rembourser. De telles études démontrent que nous n'avons pas un comptable rigoureux dans la tête qui compte exactement combien nous avons été bons et quelle sorte de récompense nous avons mérité. Non, l'important pour nous, c'est le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien et d'être quelqu'un de bien. Les psychologues qui étudient le raisonnement moral savent que c'est comme cela que nous jugeons ce qui est bien et ce qui est mal la plupart du temps. C'est une réaction instinctive et nous ne nous tournons vers la logique que si nous sommes forcés d'expliquer nos sentiments. Très souvent, nous ne pouvons même pas avancer une raison logique pour défendre notre jugement, mais nous gardons notre sentiment quand même. Prenez, par exemple, l'un des scénarios moralement douteux que les psychologues utilisent pour étudier la façon dont nous décidons ce qui est bien et ce qui est mal. Pensez-vous qu'il soit moralement acceptable pour un frère et une sœur adultes d'avoir une relation sexuelle s'ils sont tous les deux consentants et qu'ils se protègent? Pour la plupart d'entre nous, l'idée déclenche un sentiment de dégoût instantané. C'est tout simplement mal. Après cela, on se creuse les méninges pour expliquer pourquoi c'est certainement immoral. Si on n'est pas pris d'un sentiment de dégoût intérieur, de culpabilité aiguë ou d'une anxiété pénible quand on pense à quelque chose, c'est qu'on n'a pas le sentiment que c'est mal. Pour revenir à nos défis plus prosaïques de volonté, si un comportement, par exemple reprendre une part de gâteau d'anniversaire ou rajouter un petit quelque chose au débit de notre compte en banque, ne déclenche pas ce sentiment instinctif que c'est mal, en général, on ne va pas remettre en question notre impulsion. Ainsi, le fait d'être fier de nous-mêmes par rapport à quelque chose que nous avons fait dans le passé nous aide à justifier nos futurs petits plaisirs. Quand vous avez l'impression d'être un saint, vous n'avez pas l'impression que c'est mal de vous octroyer un plaisir. Ça vous paraît bien, comme si vous l'aviez mérité. Et si la seule chose qui motive votre self-control est le désir d'être quelqu'un d'assez bien, vous allez céder aux tentations chaque fois que vous aurez déjà le sentiment d'être quelqu'un de bien. Le pire en ce qui concerne l'autorisation morale n'est pas sa logique douteuse. Le problème, c'est la façon dont elle influence à l'encontre de nos intérêts. Elle convainc qu'un comportement qui consiste à nous auto-saboter, par exemple arrêter notre régime, dépenser au-delà de notre budget ou fumer en douce, est une gâterie. C'est fou tout de même. Quel tour de passe-passe que celui qui transforme vos envies en obligations. Les jugements moraux sont loin d'être aussi motivants que ce que notre culture aime à nous faire croire. Nous idéalisons notre propre désir d'être vertueux, et la plupart des gens croient qu'ils sont essentiellement motivés par la culpabilité et la honte. Mais qui dupe-t-on? Nous sommes surtout motivés par l'idée d'obtenir ce que nous voulons et d'éviter ce que nous ne voulons pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, essayer de justifier moralement un comportement risque de nous donner des sentiments partagés. Quand vous définissez un défi de volonté comme quelque chose qui ferait de vous quelqu'un de meilleur, vous allez automatiquement trouver des arguments pour justifier que vous ne devriez pas avoir à faire cela. C'est le propre de la nature humaine. Nous résistons aux règles imposées par les autres pour notre propre bien. Si vous essayez de vous imposer ces règles à vous-même, parce que ce serait mieux et plus moral, vous allez très vite entendre parler la partie de vous-même qui ne veut pas être contrôlée. C'est pourquoi lorsque vous vous dites que ce serait bien de faire de l'exercice, d'économiser ou d'arrêter de fumer, et non quelque chose qui ira dans le sens de vos objectifs, vous serez moins enclin à vous y tenir. Pour éviter le piège de l'autorisation morale, il est important de différencier les vrais dilemmes moraux de ceux qui sont simplement difficiles. Tromper le fisc ou votre conjoint est mal d'un point de vue moral, mais faire une entorse à votre régime n'est pas un péché mortel. Pourtant, la plupart des gens voient le self-control comme une sorte de test moral. Prendre un dessert, se coucher tard ou être à découvert, voilà des faits que nous utilisons pour juger si nous sommes quelqu'un de bien ou non. Mais aucun n'a vraiment à voir avec le péché ou la vertu. Quand nous pensons à nos défis de volonté en termes moraux, nous nous perdons dans des auto-ajustements et perdons de vue la façon dont ces défis nous aideront à obtenir ce que nous voulons. Sous le microscope. Vertu et vice. Cette semaine, observez la façon dont vous vous parlez à vous-même et aux autres de vos succès et de vos échecs en matière de volonté. Vous dites-vous que vous avez fait quelque chose de bien quand vous relevez un défi de volonté ou quelque chose de mal quand vous cédez à une tentation ou que vous repoussez quelque chose que vous auriez dû faire? Utilisez-vous votre comportement de personne bien pour vous autoriser à faire quelque chose de mal?
Est-ce une récompense sans conséquence ou sabote-t-elle vos objectifs plus importants? Quand elle s'autorise à manger parce qu'elle fait de l'exercice, la future mariée prend du poids. Conseillère en finance, Cheryl, 35 ans, devait se marier 8 mois plus tard. Elle voulait perdre 9 kilos avant le mariage et avait commencé à aller en salle de sport 3 fois par semaine. C'est qu'elle savait exactement combien de calories elle perdait à chaque minute passée sur le simulateur d'escalier. Au fur et à mesure qu'elle brûlait des calories, elle ne pouvait pas s'empêcher d'imaginer la nourriture qu'elle gagnerait ainsi le droit de manger. Elle avait beau avoir décidé de réduire aussi les calories qu'elle avalait, elle se permettait de manger un peu plus les jours où elle s'entraînait. Si elle restait 5 minutes de plus à la gym, elle pouvait mettre des pépites de chocolat sur sa glace au yaourt ou prendre un deuxième verre de vin au dîner. Faire de l'exercice revenait à acquérir le droit de se faire plaisir. Résultat, l'aiguille de la balance s'était déplacée de 3 kilos, dans le mauvais sens. En pensant à l'exercice physique comme à un moyen de gagner le droit de manger certaines choses, Cheryl sapait son objectif de perdre du poids. Pour sortir de ce piège, il fallait qu'elle voie l'exercice physique comme un passage obligé pour atteindre son but, et le fait de manger plus sainement comme un second passage obligé indépendamment du premier. Ce n'était pas de bons comportements interchangeables, et réussir l'un n'était pas un permis pour faire n'importe quoi avec l'autre. Ne confondez pas une action qui soutient un objectif avec l'objectif lui-même. Vous n'êtes pas tiré d'affaire simplement parce que vous avez réussi une chose en lien avec votre objectif. Tâchez de remarquer si le fait de vous féliciter d'une action positive vous fait oublier quel est votre objectif réel.